Mardi 1er août, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la douleur d'une famille, de tout un entourage suite à la mort hier d'un motard de 29 ans, tué par balle sur sa moto alors qu'il se rendait au travail. Les agresseurs toujours en fuite sont activement recherchés. C'est la fin du ticket de caisse. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus délivré automatiquement aux clients. Nous verrons si cette nouvelle règle est comprise et acceptée par les consommateurs. Air Antilles en cessation de paiement. Après 3 semaines de grève, la compagnie n'a plus les moyens de payer ses dettes. Nous irons en Guadeloupe voir où en est la médiation avec les syndicats. C'est la tendance capillaire des vacances, les knolls, cette technique de stressage très populaire aux États-Unis. Elle fait un carton chez nous, toutes générations confondues. Les coiffeurs sont pris d'assaut, vous verrez. Nous vous parlions hier du meurtre de Giovanni, spiritain de 29 ans, abattu à Petit-Bourg sur sa moto alors qu'il se rendait au travail. Les coupables sont toujours en fuite. Aujourd'hui, sa compagne et ses amis ont accepté de témoigner. Au micro de Franck Edmond, Mariette et Marc Balsa. En couple depuis 5 ans avec Giovanni, sa compagne, mère d'une fille d'1 an et demi, avait comme une certaine appréhension hier avant le drame. Le matin, je l'ai vu partir. J'ai parlé avec lui et je lui disais mais pourquoi il prenait la moto. Il m'a dit non, qu'il prend sa moto, il ne prend pas la voiture. Quand je suis allée pour réveiller notre fille, j'ai eu un appel de son travail me demandant s'il allait bien. J'ai dit oui, normalement il va bien, qu'il est parti ce matin. Et c'est là qu'on m'apprend, il était 8 heures, qu'on ne l'a toujours pas vu. Une attente dans l'angoisse. Mais le drame était bien réel. Giovanni venait de succomber sous les tirs de plusieurs individus qu'il dérobe sa moto ici, vers 4 heures, à Petit-Bourg. J'ai rencontré les gendarmes qui m'ont demandé à venir à la brigade de façon à être auditionné. Donc, et c'est en arrivant à la brigade qu'on m'a confirmé qu'il y avait une mauvaise nouvelle et qu'il était décédé malheureusement. La moto, une passion partagée avec de nombreux copains qui aujourd'hui ont du mal à admettre cette brutale disparition. Franchement, ça fait un choc. Ça fait un choc, surtout quand on apprend les circonstances de l'accident, enfin de la mort. On s'y attend pas. Il était vraiment dans ses affaires, il ne cherchait pas les problèmes, il évitait la foule. C'était pas quelqu'un que vous allez voir, par exemple, autour des Yoles ou au carnaval. C'était pas son truc, quoi. Hier, à la cité Acajou-Lamentin, au niveau de cet espace réservé aux poubelles, une moto noire démunie de plaques d'immatriculation aurait été retrouvée. La nouvelle s'est répandue rapidement sur les réseaux sociaux, car cette moto ressemble à celle de Giovanni, la victime. Sa moto était vraiment unique. C'était la seule comme ça en Martinique. Il avait mis sa moto à son goût. Et voilà. Il l'avait repeinte aussi? Oui, il avait fait repeindre entièrement la moto, tout de noir brillant, et elle était magnifique, justement. Donc pour vous, pas de doute, c'est cette moto effectivement qu'on a retrouvée? Je ne peux pas certifier à 100% parce que je n'ai pas vu de photos. Pour l'heure, aucune confirmation du parquet concernant la propriété de la moto. Mais aujourd'hui, la gendarmerie nationale lance un appel à témoins. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la lumière soit faite sur toute cette histoire et que justice soit faite, ne serait-ce pour moi et notre enfant. Parce que franchement, avoir un enfant de 1 an et demi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand elle va grandir, elle va demander pour son père. Et ce soir, la gendarmerie nationale appelle tous les témoins potentiels à se manifester. Un mois à présent de cette panne de l'opérateur Orange qui a paralysé les connexions Internet de milliers d'abonnés dans toutes les Antilles Guyane. Impossible même de passer des appels. Le réseau est resté perturbé pendant plusieurs heures avant d'être rétabli dans l'après-midi. Jannick Duliot et Marc-François Calmou. Des conversations téléphoniques interrompues, des messages sur les réseaux suspendus. Outre le spectacle sur l'eau, les abonnés du réseau Orange avaient ce matin une autre préoccupation. Je voulais envoyer tout mon fils en France. Je n'arrivais pas à lui envoyer des messages. Je sais pas, ça capte pas. J'essaie de mettre des photos en direct ou sinon d'envoyer pour la famille, pour partager ce bon moment, mais ça passe pas.
Mais que s'est-il passé sur le réseau? Les clients mobiles de l'opérateur Orange en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été victimes dès 6 heures de fortes perturbations à cause d'un incident technique. La chaîne de communication du téléphone mobile, aujourd'hui, ça concerne, on va dire, plusieurs ordinateurs. Et il suffit qu'il y ait un ordinateur dans cette chaîne qui ne fonctionne pas ou un serveur. À ce moment-là, on peut avoir des problèmes. Et c'est bien là où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire des recherches dans l'ensemble, l'intégralité de la chaîne, de manière à savoir ce qui se passe et à savoir quel est l'ordinateur qui est en panne, qu'on isole cette panne, qu'on redémarre l'ordinateur et qu'à partir de là, on puisse à nouveau continuer à communiquer. Les équipes se sont mobilisées toute la journée pour un rétablissement au plus vite des services. En fin d'après-midi, la détérioration des appels 4G s'était au fil du temps estompée. Quelques perturbations persistent tout de même lors de l'utilisation des réseaux sociaux, mais les responsables d'Orange promettent un fonctionnement normal du système dans la soirée. Recevoir un ticket de caisse à l'issue de ses courses, ce n'est plus automatique. On vous le disait hier, il faut désormais réclamer le justificatif pour qu'il soit remis en main propre. Voyons comment réagissent les clients, les premiers concernés. Reportage de Corentin Bellard. Ici, le message est affiché partout. Cette grande surface ne délivre plus de tickets papier à ses clients. Pour les intéressés, la nouvelle ne change pas vraiment leurs habitudes. Oh, ça fait une économie de papier. C'est pour la nature. Et vous avez l'habitude d'en demander d'habitude des tickets ou... Non, pas trop. Là-bas, je ne demande plus, il y en a presque plus déjà. Pas de papier, donc des économies à la clé. La direction de ce magasin encourage ses clients à passer au dématérialisé par le biais de l'application de la marque. Aujourd'hui, les tickets de caisse, au bout d'un certain temps, l'encre part. Que sur son application, ça va rester 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et il peut retrouver à n'importe quel moment son ticket. Dans cet autre commerce, la mesure n'est pas encore appliquée. Un ticket sort à chaque encaissement. Les clients restent attachés à garder une preuve d'achat. La forme papier rassure toujours. Je pense que c'est une mauvaise histoire, ça, parce que bon, le ticket de caisse permet de savoir si effectivement la somme de débité a été faite. Comme je ne vis pas ici, moi, je ne connais pas vraiment les prix, donc c'est pour m'acclimater. C'est peut-être une bonne chose pour l'écologie. Mais par contre, il faudrait renseigner une adresse mail. Je ne sais pas comment on va recevoir un justificatif, en fait, si on n'est pas habitué au magasin. La caissière tend le bout de papier à chaque transaction. C'est au client de le récupérer. La plupart du temps, non, mais je leur propose directement avec l'argent. Donc à ce moment-là, ils sont obligés de prendre. Mais la plupart du temps, ils me disent de jeter. Entre arguments écologiques et facilités commerciales, la mesure rend les associations de consommateurs circonspectes. Selon elle, la grande distribution pourrait profiter de cette nouvelle pratique. Dans une première mesure, une bombardement de publicité, d'informations, de choses comme ça. Et puis après, il peut, avec l'aide d'algorithmes, orienter ma consommation. Et je ne suis plus consommateur. Je deviens une victime de la consommation. L'effet de cette mesure sera connu dans les mois à venir. Chaque année en France, 12 milliards de tickets sont imprimés, soit 150 000 tonnes de papier. Et puis cette information à noter pour les propriétaires de biens immobiliers, le délai de 24 heures accordé par l'administration fiscale pour déclarer vos biens est encore prolongé. Le site des impôts est toujours saturé par les connexions. Vous avez donc désormais jusqu'au 10 août pour effectuer la démarche. Dans le reste de l'actualité, Air Antilles est en cessation de paiement. Après 3 semaines de mobilisation, la compagnie n'a plus les moyens de régler ses dettes. Aujourd'hui, une médiation entre le PDG et les syndicats a pu se tenir en Guadeloupe sous la supervision de l'inspection du travail. Les parties entendent trouver une solution pour tenter de sauver l'entreprise. Marilyn Plaisir et Olivier Duflot. Combien de temps encore les avions d'Air Antilles vont-ils rester cloués au sol ? Au cœur des négociations aujourd'hui entre grévistes et patrons, l'avenir d'une compagnie aérienne qui n'a plus le sou en poche. Pour Éric Coury, son PDG, c'est la fin de l'aventure. Le plan de restructuration qui était envisagé prévoyait, en contrepartie d'un abandon de dettes, des dettes Covid, c'est-à-dire les PGE et d'autres dettes fiscales et sociales, une recapitalisation de l'entreprise par ses actionnaires actuels et nouveaux,
et qui était la contrepartie de cet abandon de dette. À partir du moment où l'entreprise va être liquidée, ça sera sans moi. J'étais dans une logique de plan de restructuration où je devais réinvestir. Donc, bien évidemment, ce plan de restructuration n'existe plus, il n'est plus d'actualité. Donc, je ne réinvestis pas. Et aujourd'hui, ça sera un plan de reprise, bien évidemment, sans moi. Une compagnie qui bat de l'aile depuis la pandémie. Pour les syndicats, pas question de baisser les bras. Qu'importe les hausses de salaire réclamées, seuls comptent aujourd'hui les emplois. Le conseil d'administration de CARE n'a pas mis 1 euro à la sortie de la crise Covid pour pouvoir compenser ce terrible coût. On s'est contenté de souscrire des prêts garantis par l'État, de faire des moratoires sur les dettes sociales auprès des créanciers. On en appelle à une gestion complètement différente et à revenir à de bonnes pratiques. Est-ce que ça passe par effectivement une nouvelle personne ? On le croit. Mercredi, le tribunal de commerce va prendre acte de la cessation de paiement de la compagnie aérienne. Les conséquences de cette grève en Guyane, une commune est tout simplement coupée du monde. Elle n'est accessible que par avion. Air Guyane est la seule compagnie à desservir la destination. Avec la suspension des rotations, impossible pour les habitants de se déplacer ni de recevoir des produits alimentaires. Le reportage d'Alexandra Silbert et Clotilde Séraphin-Georges. J'ai une roulotte familiale que j'ouvre tous les samedis. C'est pour la population et pour le tourisme aussi. Tout le monde se rejoint à ce lieu, on écoute un peu de musique et puis voilà quoi, c'est un petit coin convivial. Mais depuis la semaine dernière, la roulotte ne fonctionne plus. Jean-François Bernard a proposé des grillades à la place pour ne pas couper le lien, mais il devra s'arrêter là. Si le premier adjoint rencontre des difficultés à maintenir son activité professionnelle dans la commune, son épouse, elle, en rencontre à nourrir leurs 8 enfants au quotidien. Elle essaye de joindre les deux bouts. Cécile Charles avait eu le temps de faire des courses avant la grève. L'aide humanitaire est venue les compléter, mais ce n'est pas assez pour cette famille nombreuse. À un mois de la rentrée se pose aussi la question des fournitures scolaires. Il faudra trouver une autre disposition pour faire venir les fournitures. Je sais qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par la mairie, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver quelqu'un sur Cayenne pour acheminer tout ça, pour faire le nécessaire. Et bien souvent, c'est vraiment compliqué. Pour limiter le manque, Christian Boutrin, l'épicier de l'entrée du bourg de Saül, finance des avions privés pour se faire livrer de la marchandise. En l'absence de touristes, sa clientèle a changé. D'habitude, je vis sur les tourismes, beaucoup sur le tourisme, et un peu sur les Sahuliens. Je suis la roue de secours pour eux, en cette période-là. Mais maintenant, là, en cette période difficile que nous vivons maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les Sahuliens viennent. La mairie fait preuve de vigilance, le moral dans le village est bas, les habitants sont inquiets. Ils ont peur que cette situation qu'on a vécue en 2002 se répète. C'est-à-dire qu'on est resté plus d'1 an sans avion. Je pense qu'à un moment donné, ils ont peur. Aujourd'hui, la mairie et la CTG se mobilisent et demandent la réquisition de pilotes pour livrer le fret. Concernant le transport de personnes, la commune est suspendue à la décision du tribunal de Pointe-à-Pitre sur l'avenir d'Air Guyane. Ce sera le 2 août prochain. Retour chez nous pour le Tour des Yoles. Étape 2, les mêmes couleurs qu'hier pour le trio de tête. Sarah, Énergie Nouvelle et UFR toujours au coude à coude. Et sur la 3e marche, Rosette qui a provoqué quelques frayeurs à ses supporters. Retour sur la course avec Edwin Elderal. On prend les mêmes et on recommence. L'étape Diamant Rivière Pilote nous a réservé son lot de suspense, mais le podium reste le même qu'à la première étape. Très vite, Sarah Autodistribution prend la tête avec UFR. À la différence d'hier, Rosette a du mal à démarrer et va stagner à la 14e place. En l'absence de Rosette Appaloosa, Cottrell s'invite de nouveau au bal des premiers. L'écart entre le peloton et les premiers est moins conséquent que sur la dernière étape. GFA s'invite même à la bataille pour le podium. Rosette, qui semblait perdu en début de course, entame une folle remontée. Ils vont même réussir à récupérer la 3e place juste après la dernière bouée, en dépit de Cottrell et GFA. La lutte pour la première place est déchaînée. UFR et Sarah Autodistribution se rendent coup pour coup.
Duel dont Sarah ressort de nouveau vainqueur en s'imposant au finish. Au classement général, Sarah Autodistribution augmente très légèrement son avance sur UFR Chamflore, désormais deuxième. Rosette perd une place et se retrouve donc troisième au classement, mais reste dans la course pour le maillot rouge. Et vous avez vu tout ce monde sur la plage de Lens-Figuier, prise d'assaut par les supporters. Pour espérer atteindre le site ce matin, il fallait s'être levé de bonne heure. Les retardataires ont dû se résoudre à regarder le spectacle de plus loin. Caroline Antich-Martin et Eddie Belrose. D'où pour nous aller, sauf que nous peut pas aller bien loin. La circulation entre Sainte-Luce et Rivière-Pilote est totalement bloquée. Les plus motivés terminent le trajet à pied. Les résignés, comme ce groupe d'amis, commentent la course depuis la plage du Bourg. Depuis ce matin, à 7 h, les embouteillages depuis sous le pont. Alors là, je me suis dit non. Pas d'embouteillage aujourd'hui, l'air frais de la mer. De fait, même si la course passe au large, le point de vue est bon. Les jumelles et le direct radio font le reste. Regardez, vous êtes battu, hein. Puisqu'encore 11 ans, vous êtes. J'ai été voir le départ tout en sachant que ce serait compliqué de rentrer à Lens-Figuier. Ça, on le savait. Mais on a pris quand même le risque. On aime bien voir le départ aussi, voir l'arrivée. Mais malheureusement, on ne pourra pas voir l'arrivée. Ça fait 30 ans que je fais la même chose. Mais j'arrive, je pars tous les jours à 5h, 6h du matin. C'est aujourd'hui, je suis parti un peu tard parce que j'avais des rendez-vous avec des amis qui ne sont pas venus. J'ai vu plein de monde sur la côte là-bas, donc je me suis dit, je pensais que j'étais le seul à être en retard. Donc là, le monde qui est là-bas tout au long de la rive, donc c'est bon. C'est bon, mais ça ne vaut pas l'ambiance arrivée et un bon bain de foule quand on aime ça. On n'a pas l'habitude de faire l'arrivée, donc on se met quelque part, on les voit passer, et puis c'est bon pour nous. Hein. Ouais, la foule, c'est pas votre truc. La foule, pas du tout, surtout madame n'aime pas la foule. Peu de chance donc de croiser Guy et son épouse demain au Vauclin. Les autres ont intérêt à se lever très tôt s'ils veulent assister à l'arrivée de la 3e étape. Allez, un mot de football avec l'entraînement des Bleus avant leur match de demain face au Panama. Ce sera la dernière rencontre de poule pour les tricolores dans ce mondial 2023 qui se déroule en Australie. On écoute les précisions de nos confrères d'Outre-mer, la première. À l'heure d'affronter le Panama demain, l'idée n'est pas de se relâcher, préviennent les joueuses d'Hervé Renard. Il faudra remporter cette rencontre pour terminer première du groupe F et pouvoir affronter en 8e de finale le 2e du groupe H, l'Allemagne, après sa défaite contre la Colombie en poule. L'Allemagne, 8 fois championne d'Europe, et finaliste du dernier Euro après une défaite 2-1 après prolongation contre l'Angleterre. Allez, notez bien que le match sera diffusé en direct demain donc sur Martinique la première à 6 h du matin. Ce mardi 1er août marque l'abolition de l'esclavage dans les pays anglophones de la Caraïbe. Des commémorations avaient lieu à Sainte-Lucie, à la Barbade, à la Jamaïque, Trinidad ou encore au Guyana. Tour d'horizon avec Kelly Babo. À Bridgetown, capitale de la Barbade, l'abolition de l'esclavage se célèbre à travers une grande marche baptisée la Marche de la Liberté. Les jeunes générations ouvrent généralement le convoi, symbole de transmission de l'histoire. Marche où se mêlent musique, danse et parade des forces de l'ordre. Les Barbadiens sont venus des 4 coins de l'île pour commémorer en ce 1er août l'abolition de l'esclavage. Autour de la statue de l'esclave Bussa, celui qui a mené l'unique rébellion dans les plantations du pays, des pots de fleurs et prises de parole se sont succédés toute la matinée. À Sainte-Lucie, c'est une parade aux allures de défilé qui marque ce jour symbolique. Dans les rues de Castries, les groupes traditionnels à pied donnent la cadence. Les festivités autour de la commémoration de l'abolition s'accompagnent de rituels, de chants et de danses. Les costumes arborés représentent à la fois la période esclavagiste, coloniale, mais aussi leur héritage à travers toutes ces années. Notre programme a été choisi pas seulement pour se rappeler de nos ancêtres qui ont gagné leur liberté durant l'esclavage, mais surtout pour comprendre qui ils étaient vraiment, pour s'imprégner de leur héritage, pour en connaître davantage sur nous et pour en tirer des leçons afin de construire un pays meilleur. À Trinidad et Tobago,
La capitale du pays a brillé aujourd'hui aux couleurs des costumes traditionnels africains. Un symbole de respect envers les invités de marque de cette journée commémorative, le roi Ashanti, la majesté du Ghana, venu pour l'occasion avec une délégation ghanéenne. Et même le Premier ministre du pays a revêtu toque et chemise aux couleurs de la mère patrie. La volonté de se réapproprier l'histoire est clairement affichée. Cela nous reconnecte à notre héritage africain. Pour nous, le concept d'histoire était jusque-là tourné vers l'Europe. Cette histoire était la leur, elle était aussi la nôtre. On nous a dit et fait penser pendant de nombreuses années que l'Afrique était un sombre continent. Et cette partie de l'Atlantique, celle où nous vivons, a grandi avec peu, voire aucune connaissance de son histoire africaine. Le 1er août 1833, jour où le décret de l'abolition de l'esclavage est prononcé en Angleterre, est une date capitale dans le calendrier des anciennes colonies de l'Empire britannique. Jamaïque, Antigua, Dominique, Guyana n'ont pas dérogé à la tradition des célébrations. Et même dans les rues de Londres, les communautés caribéennes ont honoré l'Emancipation Day. Allez, on termine avec la tendance capillaire du moment. Ce sont les knolls, cette nouvelle technique de tressage avec rajout, rendue célèbre par les stars américaines. Chez nous, elle séduit toutes les générations. Voyez-vous même dans ce reportage de Catherine Gonier-Cléon et Jean-Marc Kenenga. Première cliente de la journée, déjà assise. Il est à peine 8 heures. Coiffure réalisée, des braids. Ces nattes très longues, au format plus ou moins gros, coiffure tendance depuis près de 5 ans. Ce sont des knolls, c'est-à-dire en fait c'est une technique, une nouvelle technique, où en fait il n'y a plus l'oignon en fait au fond à la racine, ça agresse moins les cheveux et du coup ça fait moins mal et ça tient aussi longtemps. J'aimais bien le fait d'avoir de longs cheveux sur ma tête, vu qu'avec les cheveux crépus, des fois on se dit les cheveux ne sont pas assez longs, donc on en rajoute et ça fait du bien. Et ça met les cheveux au repos. Yannick prendra 2 heures pour réaliser cette coiffure, une durée fonction de la densité du cheveu et du style voulu, très inspirée des profils Instagram ou TikTok, une coiffure économique. Entre 5 et 12 euros la botte de mèche. Au moins 2 seraient nécessaires et le coût de la prestation entre 35 et 140 euros en fonction de la longueur. Aussi long parce que je trouve que ça fait très joli et puis c'est très tendance en ce moment. J'ai dit oui aux faux cheveux parce que c'est mieux, c'est un soulagement parce que le matin chaque fois ça vous peignez les cheveux et tout, c'est lassant. Ça te met en retard. Oh yeah baby. Oh yeah. Mais il y a eu aussi, il y a près de 10 ans, les stars afro-américaines d'Alicia Keys à l'icône Beyoncé. Elle porte ses coiffures comme une revendication identitaire traduite dans leurs chansons. C'est vrai que les Américaines ont apporté leur touche et nous, on s'approprie un peu. Mais c'est vrai, les braids viennent de base d'Afrique, donc nous approprions notre culture. Les tresseuses sont indépendantes, la plupart non déclarées, les tarifs libres. Le bouche à oreille est l'unique canal de communication. Dextérité et savoir-faire font la notoriété. Et les plus connus ont des plannings complets jusqu'à la rentrée. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal, la douleur de la compagne et des proches de Giovanni, motard de 29 ans, tué sur la route hier alors qu'il se rendait au travail. Les agresseurs armés l'ont laissé pour mort avant de lui dérober sa moto. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Voilà, merci d'être avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.